Bonjour à tous, aujourd'hui on est encore confinés, comme vous le savez sans doute sûrement si vous regardez cette vidéo le 27 avril 2020. Et si vous êtes comme moi, que vous avez envie de voyager en ce moment, on est d'accord, c'est pas le moment, il y a la date prévue le 11 mai, on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, c'est pas tout de suite après le 11 mai qu'on pourra recommencer à voyager, traverser les frontières. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire de manière fictive en me replongeant dans mes envies de voyage qui me suivent depuis très longtemps grâce au Wanderlust tag, qui est un tag qui tournait sur YouTube il y a quelques années pour les anciens, ceux qui étaient là à cette époque. Donc clairement j'arrive après la guerre, mais c'est pas grave, c'est des questions qui sont toujours assez intéressantes. Et moi je me souviens que j'aimais beaucoup regarder ces tags, j'en ai regardé quelques-uns dernièrement parce que j'adore entendre les gens parler de leurs voyages, de leurs expériences, partager leurs recommandations, ça donne toujours très envie de partir explorer le monde soi-même. Comme toujours, revenons à la définition des termes du sujet, car c'est pas parce que le bac est supprimé qu'on arrête de disserter. Je vous vois les petits terminales là. La meuf trop chiante quoi. Bref, Wanderlust, je crois que c'est un terme d'origine allemande. Si vous avez étudié l'allemand, corrigez-moi, mais je crois que ça veut dire une soif de hike en fait, de randonnée. C'est pas tellement l'envie d'explorer, c'est vraiment l'envie de parcourir le monde avec ses petites jambes. Et je crois que c'est un terme qui est lié avec le mouvement romantique allemand, parce que voilà, il y avait cette idée de nature, de formation de l'esprit des jeunes gens, des jeunes hommes à l'époque, hein. Mais maintenant nous les femmes aussi pouvons voyager seules, enfin en prenant quelques précautions peut-être. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube ou de blogs aussi de femmes qui voyagent seules, qui donnent leurs conseils. C'est assez intéressant, bien sûr, c'est pas pareil selon les destinations. Et vous noterez l'effort scénographique, cinématographique, que sais-je, enfin l'effort de mise en scène quoi. J'ai mis ma petite map monde que je suis allée chercher dans le débarras à l'autre bout de la maison. C'était un voyage à l'autre bout de la maison. Et un petit éléphant qui est trop choupi. Dites-lui bonjour. Bonjour. Bref. Ah oui, si je retourne cette vidéo, c'est aussi parce que je l'avais déjà filmé, ce tag-ci, il y a 3 ou 4 ans, juste avant que je parte au Brésil pour mon année de césure, mon année sabbatique, je sais jamais trop comment l'appeler, mais j'ai fait du volontariat 1 an là-bas. C'était juste avant mon départ, j'attendais d'obtenir mon visa, etc. Je faisais du babysitting en attendant, peu importe. Et en fait, je trouve ça trop mignon, j'ai re-regardé cette vidéo parce que j'étais tellement naïve et j'avais envie de partir et c'est mignon quoi. Depuis, ma réflexion a pas mal évolué, c'est normal, hein, ça change des choses, de repartir 1 an, même si j'avais vécu à l'étranger avant ça, c'était dans le cadre familial, donc un peu différent. Et je trouve ça drôle en fait de comparer mes réponses maintenant par rapport à il y a 3 ou 4 ans. Quel est le tampon le plus précieux de ton passeport? Alors précisément, mon passeport, je l'ai remplacé juste avant de partir au Brésil, donc finalement j'ai plus grand chose. Enfin, j'en ai pas beaucoup des tampons, je crois que j'ai juste le tampon du Brésil et le tampon uruguayen quand on avait traversé la frontière. Alors que dans mon passeport précédent, j'avais mon visa chinois, mon visa indien, c'était des voyages magnifiques qui ont beaucoup forgé la personne que je suis aussi aujourd'hui, des souvenirs incroyables quand j'avais 15, 16, 17 ans. Et vous savez, normalement, quand on demande à changer son passeport, alors tous les 10 ans, je crois, quand on est mineur, il faut rendre l'ancien à la préfecture, on n'a pas le droit d'avoir 2 passeports en sa possession. Je sais que ma sœur a fait une déclaration de perte de passeport pour pouvoir garder le sien alors qu'elle l'avait pas du tout perdu. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup, vous êtes peut-être beaucoup à faire ça. Figurez-vous que j'y avais pas pensé du tout. Je suis les règles en bonne citoyenne. Je reste chez moi, par exemple, en ce moment, et faites de même. On va pas refaire ce petit discours. En gros, voilà, j'avais rendu mon passeport, j'en ai un nouveau, qui a un tampon brésilien, mais il est pas beau, vous voyez. J'avais des tampons des Seychelles aussi dans mon ancien passeport, et ils sont trop jolis en fait, parce qu'ils ont des tampons en forme de coco-fesse. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est rigolo quoi. Donc un peu de créativité, que diable, dans les tampons de la douane. Connais-tu ton numéro de passeport par cœur? Je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était une question bizarre, car qui connaît son numéro de passeport par cœur? Et bien figurez-vous que j'ai fini par le connaître par cœur parce que quand je suis allée au Brésil, qu'il fallait faire les démarches administratives pour obtenir son CPF, qui est le numéro national des étrangers, enfin bref, je crois que les Brésiliens l'ont aussi, mais il me fallait un nouveau numéro pour avoir ma carte de séjour. Et ben en fait j'utilisais tout le temps mon passeport jusqu'à ce que j'obtienne ce nouveau numéro, donc j'ai fini par connaître ces 2 numéros par cœur. Et autant vous dire que je ne le connais plus. Hein. Je crois que je connais mieux mon numéro de carte vitale en ce moment parce que je galère à en demander une nouvelle à la sécurité sociale. Sur Amélie, c'est une galère, je ne peux pas créer mon compte. Bref.
Le confinement permet de faire plein de démarches administratives qu'on n'avait pas le temps de faire avant, mais en ce moment c'est pas le bon moment parce que quand on appelle le numéro ils disent à cause du corona, de l'épidémie de Covid-19 tout est ralenti, donc je ne m'y prends pas au bon moment. Question 3. Tu préfères voyager par avion, train ou en voiture? Alors je me souviens très bien qu'à l'époque j'avais dit sans hésitation en avion. D'ailleurs j'en ai même un tatoué sur la côte pour différentes raisons. J'aime ça pour ce qu'il représente en fait, pour l'invention technique qui est quand même extraordinaire je trouve. Il y a peut-être une part de mégalomanie là-dedans mais je me dis waouh, on est puissant, on vole. Le décollage, l'atterrissage, c'est vraiment des sensations merveilleuses. C'est quand même extraordinaire. Le fait d'être là, posé, dans les airs, en attendant l'arrivée à destination, en fait t'as juste à attendre que l'avion se pose et paf, t'es dans le pays que t'as choisi. Enfin c'est génial quoi, c'est génial. Et ma réponse reste la même si elle est pondérée à présent par ma conscience écologique qui s'est un petit peu... Enfin que j'avais déjà à l'époque mais j'avais pas conscience du fait que l'avion était une telle catastrophe environnementale. D'ailleurs on en parle aussi beaucoup en ce moment aux infos avec Air France qui va mettre 2 ans à recouvrer sa croissance et sa flotte de la vie d'avant comme on dit. Et je voulais être hôtesse de l'air à un moment, mais la vie en a décidé autrement, ou j'en ai décidé autrement, car nous avons tous notre destin entre nos mains. Et je me souviens aussi que j'avais parlé de voiture à l'époque en disant que j'avais tellement hâte de passer le permis. Et la voiture, j'aime bien ça. Je crois que je suis la personne la plus impatiente de cette planète de passer le permis. Et c'est toujours vrai 3 ou 4 ans plus tard, sauf qu'entre temps j'ai passé mon permis au Brésil. Donc j'ai le permis brésilien, pour ce que ça vaut. Là j'attends mon prof d'auto-école qui est parti régler des affaires personnelles. C'est la 3e fois qu'on s'arrête déjà pour qu'il aille faire je sais pas quoi. Et finalement j'ai pas pu le faire traduire en permis français pour des histoires soit de permis probatoire, soit de préfecture, soit de flemme, hein, disons-le. Donc j'ai fini par le repasser en France parce que de toute façon il me fallait le code français. J'ai le code mais j'ai pas réussi à terminer de passer le permis parce qu'en fait bref, il faut encore que je passe le permis et j'ai toujours aussi hâte parce que j'adore conduire. Je sais pas si je le dis, mais je le dis. Les hommes qui conduisent, je trouve ça tellement sexy. Bon, faut que l'homme soit un petit peu... Je trouve qu'un homme ou même une femme qui conduit, ça a l'air sûr de soi, quoi. Puis c'était un peu mystérieux pour moi, changer les vitesses. Maintenant, il y a le boîte automatique, mais tu vois, c'était vraiment un truc genre, waouh, j'admirais les gens qui savaient conduire. Et maintenant que je fais partie de la team, vous ne m'impressionnez plus. Peut-être les mecs qui conduisent des gros camions. Tes 3 objets de voyage indispensables. Pour moi, les 3 objets indispensables, outre l'argent, carte d'identité et compagnie, ce serait une bonne paire de chaussures, parce que franchement, vous n'avez pas envie de vous priver d'une visite à l'autre bout de la ville, ou que sais-je, parce que vous avez mal aux pieds, ce serait vraiment trop dommage. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, on apprend de ses erreurs, prenez une bonne paire de chaussures. Deuxième objet, ce serait mon portable ou mon appareil photo. J'aurais tendance à dire l'appareil photo, le réflexe plutôt parce que j'adore prendre des jolies photos. Puis je trouve que quand on a l'appareil dans les mains, on a plus envie de repérer les jolis détails à droite, à gauche. On a vraiment plus l'œil pour le détail parce qu'on a envie de trouver la jolie photo. Et on est peut-être plus sensible à l'environnement extérieur, à tout ce qui bouge autour de nous. Donc j'aime bien avoir l'appareil photo, puis des belles photos, quand on les fait développer, c'est tellement agréable d'avoir des photos de voyage. Et d'un autre côté, le téléphone, c'est quand même très pratique, ne serait-ce que pour avoir une carte. Maintenant que la 4G, je crois qu'on n'a plus besoin de payer un forfait dans l'espace européen, en plus du forfait national, je veux dire. Donc ouais, allez, appareil photo, téléphone, ce seraient les 3 objets. Nous sommes en 2020, quelle modernité. Et puis, je sais pas, pour appeler ses potes ou pour poster ses photos sur Insta. Genre quand t'as une photo hyper stylée, bah tu la montes sur Insta parce que tu veux faire la traveling bitch, quoi. Ah oui, et si je pouvais rajouter quand même un 4e objet, ce serait un livre écrit par un auteur local. Je trouve que c'est génial de se plonger dans l'atmosphère d'un pays de manière très modeste, hein, bien sûr, parce que c'est très difficile de s'immerger dans une culture dont on ne connaît rien, c'est un peu prétentieux même, mais je trouve que c'est quand même faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité que de se renseigner sur la littérature du pays qu'on visite, même si ce n'est que 0,2%. Je trouve que c'est important et puis c'est un hommage aussi qu'on rend aux gens qui ont écrit et qui ont laissé de très belles choses derrière eux. Et puis on en apprend même voilà, sur la culture à travers la littérature parfois, donc pour moi c'est vraiment 2 choses qui vont de pair et je ne peux que vous encourager à lire quand vous partez en voyage. Ensuite, auberge de jeunesse ou hôtel.
Là aussi c'est drôle parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais dit l'auberge de jeunesse parce que en gros j'avais rencontré mon ex de l'époque, brésilien d'ailleurs, que j'avais rejoint au Brésil. J'avais rencontré cet ex dans l'auberge de jeunesse. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon copain actuel, dans une auberge de jeunesse, donc voilà, c'est un petit peu le type de logement de mon cœur. Ça permet de belles rencontres. C'était peut-être romantique, ça l'est toujours autant, hein. Voilà, c'est normal, les gens se tombent amoureux, se séparent, c'est la vie. Et ça n'a pas changé mon avis sur l'auberge de jeunesse. Je trouve que c'est un hébergement, un type d'hébergement génial. C'est convivial, c'est peu cher, j'en ai rien à faire si c'est pas super clean. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange un peu. Référence à notre dernier voyage à Londres avec mon asso. Moi ça me dérange pas du tout, je trouve que ça fait partie du charme du voyage, on peut parler à des gens qu'on verra jamais, bon j'adore, c'est vraiment les clichés de l'auberge. L'hôtel c'est cool une fois de temps en temps juste pour une nuit. J'aime bien passer une nuit en hôtel, même si c'est l'Ibis budget, moi je me sens trop à la fancy, tu vois. Genre une nuit d'hôtel quand t'es tout seul en mode business trip, c'est trop bien. Donc c'est cool aussi, mais je cours moins après. Et maintenant qu'il y a Airbnb, malgré toutes les polémiques du Airbnb, c'est vraiment cool aussi quand t'es chez l'habitant, que tu tombes sur des personnes sympas bien sûr. Après quand tu tombes sur des connards c'est quand même moins sympa, on est d'accord. Si vous avez des expériences avec des connards de Airbnb, n'hésitez pas à nous raconter ça dans les commentaires parce que souvent c'est avec le recul on en rit quoi, c'est assez drôle, il y a des gens. Blablacar c'est pas mal aussi hein, pour ça. Question numéro 6. Tu retournes dans des pays déjà vus ou tu visites de nouveaux endroits? Là encore, j'aurais la même réponse qu'il y a quelques années. Disons que je suis pas hyper partisane de l'argument « Oh mais il y a tellement d'endroits merveilleux à découvrir dans le monde que ce serait trop dommage de retourner dans un même endroit alors qu'il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas encore vus. » Enfin, de toute façon, vous verrez pas tous les endroits du monde dans votre vie. Enfin, le monde est bien trop vaste. Les voyages, c'est fait pour s'ambiancer, pour se faire plaisir en fait. Donc si on a envie de retourner dans un endroit, mais pourquoi s'en priver? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça sert à rien de courir après l'entièreté du monde, enfin, je veux dire c'est pas un objectif de vie quoi. La qualité est plus importante que la quantité. Et honnêtement si on s'est senti bien dans un endroit, un voyage peut être totalement différent à quelques années d'intervalle. On se rend compte aussi qu'on change, qu'on évolue, qu'on est une personne différente. Et retourner dans un endroit qu'on a beaucoup aimé, un endroit de cœur, c'est encore une fois un sentiment qu'on retrouve dans aucune autre circonstance et je trouve ça très agréable, ne serait-ce que pour faire découvrir un endroit qu'on a aimé à des gens qui n'étaient pas avec nous la première fois, c'est génial. Donc je suis pas d'accord, on peut très bien retourner dans des endroits qu'on a aimés, mais je pense que ce qui est important c'est de pas s'en tenir à ce qu'on a déjà vécu en fait. Le vécu est plus important que l'endroit, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs Mona Chollet en parle très bien dans son livre Chez Soi, de cette injonction au voyage, à la découverte de nouveaux endroits versus le voyage intérieur. Je vous mettrai les refs en barre d'infos, c'est super intéressant si ça vous intéresse, toutes ces pensées autour du voyage et du chez-soi. Question numéro 7, est-ce que tu lis sur la destination ou est-ce que tu improvises? Là aussi ma réponse c'est plutôt affirmée dans un sens. Ces dernières années définitivement je lis sur la destination où je pars. Encore une fois je sais qu'il y a la team des gens qui disent ouais il vaut mieux se laisser guider par ses pas, on reste ouvert à beaucoup plus de choses si on découvre sur place. Moi je pense pas que lire en amont sur ce qu'on va visiter aille à l'encontre de ça justement. Au contraire je pense que lire sur la culture, l'architecture, l'histoire des pays qu'on visite, des villes, c'est vraiment au contraire quelque chose qui éveille l'esprit et qui va nous rendre plus disponibles ou plus ouverts aux choses autour de nous. J'ai des exemples concrets de ça, par exemple je me souviens qu'en Inde, il y a vous savez, des éléments architecturaux qui ont une symbolique en fait, qui ont une signification religieuse, culturelle, et en fait j'aurais jamais eu l'idée de ça si j'avais pas lu en amont. Et donc c'est un exemple pour montrer que voilà, il y a beaucoup de choses à côté desquelles on peut passer si on n'est pas un petit peu sensibilisé à la culture. Donc chacun fait comme il veut évidemment, mais moi je trouve que c'est quand même, on risque de passer à côté de beaucoup de choses fascinantes et édifiantes et d'un apprentissage riche si on ne lit pas un petit peu sur là où l'on va. Après effectivement c'est peut-être pas la peine d'avoir le nez dans les bouquins tout le temps, il faut vraiment être sensible aussi au physique, à ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est vraiment deux choses qui vont de pair, ne serait-ce que lire l'article Wikipédia sur l'histoire de la ville où on va, c'est super intéressant et ça permet d'aller plus loin si on a envie ou pas. Et question numéro 8, son site de voyage préféré. J'adore les sites d'expatriés, les expats français ou anglophones. Il y a un blog que j'adore qui s'appelle Les Jumeaux à Cape Town et c'est une famille française en Afrique du Sud
qui parle justement de la culture, des découvertes, des endroits locaux, je vais dire l'élevage des enfants, mais c'est pas très politiquement correct, comment on appelle ça, l'éducation, voilà, d'élever des enfants, élever, élevage, ça va ensemble quoi, qui parle du fait d'élever ses enfants dans un autre pays. Moi ça me touche aussi parce que j'ai grandi dans un autre pays et je trouve ça intéressant d'avoir le côté point de vue parent. Les expats à Paris aussi ou en France, je trouve ça hyper intéressant. Il y a Patricia B anciennement, mais je crois que c'est Patty Smith Q maintenant, je ne sais plus, mais vous la connaissez sûrement, une Canadienne qui vit en France, non pardon, une Américaine qui vit en France mais qui maintenant part au Canada. J'adore sa chaîne. Il y a aussi le compte Instagram Travel Outside the Box que j'aime beaucoup. Elle habitait à Paris je crois, je pense qu'elle est britannique, mais je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je crois qu'elle est retournée chez elle avec le confinement, donc elle n'est plus à Paris mais elle y était et j'adore voir un peu ce qu'elle pense de Paris, sa perception, ce qui la surprend, c'est super cool. Il y a aussi Not Even French qui elle aussi est retournée en Australie mais bien Nouvelle-Zélande, pardon, je crois qu'elle est néo-zélandaise, je suis même sûre. Mais elle a passé quelques années en France et c'est hyper intéressant. Elle fait des vidéos sur les différences culturelles, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait, pourquoi on fait les choses comme ça. Donc voilà, je suis moins site de voyage que plutôt chaîne YouTube, blog, compte Instagram qui partage autour du dépaysement, du choc culturel. Je sais pas pourquoi, ça me passionne autant, ça me fascine et je suis pas la seule, c'est ça qui est génial. Il y a toute une communauté, des gens qui aiment voyager, etc. Même si je m'en sens un peu exclue pour tout dire depuis que ça fait 2 ans que j'ai pas bougé, si je suis allée au Royaume-Uni. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup voyagé dernièrement par rapport à il y a encore quelques années, donc ça ne saurait tarder. C'est ma question préférée. Question numéro 9. Où recommanderais-tu à un ami de voyager? Quel pays? Quelle ville? Et alors là, mes amis, je ne peux que vous recommander mon coup de cœur of all times, c'est Édimbourg. En fait, il y en a 3, mais vraiment, j'ai décidé de commencer par Édimbourg parce que Edinburgh, c'est magnifique cette ville, c'est génial. Attendez, on se rapproche parce que je vous jure, ça vaut le coup. Peut-être que j'aurai plus d'impact. Que dire sur cette ville? C'est une ville qui est tellement riche d'histoire, une histoire très liée à celle de l'Écosse aussi, de la construction de l'État-nation et de tout ce discours, parce que c'est un mythe aussi, hein, l'histoire de la construction d'Écosse. Il y a toute cette croyance selon laquelle les Écossais n'ont jamais été conquis, les irréductibles, un peu comme les Gaulois. D'ailleurs, c'est des peuples qui sont un peu liés, hein, les peuples celtes, mais en fait, on se rend compte que c'est pas vrai hein, dans l'histoire, mais justement, c'est intéressant de voir tout ce discours autour de la construction de l'État écossais, alors qu'en fait, c'était une myriade de peuples qui avaient des langages très très différents, des coutumes différentes. Vraiment une histoire particulière et fascinante, celle de l'Écosse. Histoire qui d'ailleurs est retransmise dans le musée national d'Écosse qui est à Édimbourg et qui est immensissime. On peut y passer des journées entières dedans et il est très bien fait, je trouve. J'ai adoré ce musée. C'est un autre des points positifs d'Édimbourg, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de musées dans cette ville. Le People's Museum, je saurais même pas tous vous les citer, mais certains sont gratuits. Et même si c'est des petits musées, on en ressort, on se dit bon, c'est tout. En fait, chaque musée a est vraiment intéressant et vaut le coup d'être visité. En dehors de ça, l'architecture est magnifique. Il y a un peu cette ambiance, vous savez, grise, les pierres grises et massives des villes qu'on retrouve pas mal au Royaume-Uni. Et parfois je trouve que l'urbanisme dans ces villes-là est pas top parce qu'il y a une espèce de grande tour moche, enfin le moderne qui a pas été forcément pensé qui a pas été pensé pour être beau, enfin je veux dire, il faut loger des gens quoi. Et des fois c'est très très moche et je trouve qu'à Édimbourg, bah non en fait, même ça se marie bien avec le reste. En dehors de ça, il y a aussi toute cette partie nature autour de la ville qui est waouh. Il y a Arthur's Seat, en fait on peut sortir de la ville en 10-15 minutes et on a l'impression d'être dans la nature avec le vent, la bruine, enfin vraiment les éléments de la nature qui reviennent à fond. On a été coupé par la carte mémoire, mais je vous parlais d'Édimbourg dont je vous vantais les mérites. Ah, il y a le fameux... comment s'appelle ce festival? Justement j'y étais, c'est un festival avec des artistes de rue qui est assez connu d'ailleurs, qui met beaucoup d'animation dans la ville. Le Fringe Festival, voilà, qui est assez connu il me semble. Et puis aussi Édimbourg est caractérisé par cette espèce de mysticisme autour de la ville, les légendes, les histoires de fantômes. Il y a beaucoup de ghost tours à Édimbourg qui se font du blé, hein, parce que les gens aiment les histoires croustillantes de fantômes, et j'avoue j'en fais partie, j'adore ça. Les habitants d'Édimbourg avaient signé une pétition pour demander alors je sais pas si c'était la mairie de la ville ou le gouvernement, ils avaient demandé en gros à ce qu'il y ait une chasse aux fantômes dans le cimetière le plus important de la ville, parce que les gens avaient trop peur d'y aller.
Il y a le fameux Bobby aussi, une célébrité, ce Bobby, qui est trop mignon. C'est une statue hein, d'un chien qui aurait existé. Et si on lui touche le bout du nez, ça porte bonheur. J'adore cette ville et j'aimerais beaucoup habiter en Écosse à un moment de ma vie. Je suis prête à mourir pour la couronne, sœur. Mais j'en suis convaincue, Imogen. Et puis, est-ce qu'on parle de l'accent écossais? Regardez, je sais pas, le film La part des anges, juste pour l'accent, ou la série Outlander, la fameuse série. What is that? That there? That's Edinburgh Castle. What did they put up there for? Are you taking the piss? This is just the start of what America will become. People will come here in their thousands. Assez parlé d'Édimbourg, je vous laisse juste avec les 2 autres destinations de mon cœur. Istanbul, incroyable. Et puis Tallinn, capitale de l'Estonie, qui est un pays underrated, un pays complètement sous-estimé. À mes yeux, en tout cas, je me souviens que quand j'ai dit à mes amis et à ma famille que j'allais en Estonie pour l'été, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'était pour un service européen, j'y suis allée sans a priori, je me suis dit, ah l'Estonie, les dates correspondaient bien, pourquoi pas, génial, enfin la Russie m'attire un petit peu, je suis pas très loin, bon, allez. Estonie, pourquoi pas, je connaissais rien de ce pays. La langue estonienne, c'est waouh, une découverte à elle toute seule. Il y a 40% de la population qui est alors russophone ou directement de nationalité russe, ou descendants de Russes, mais je crois que si on est descendant russe, on a la nationalité là-bas, enfin on peut l'avoir, donc il y a quand même une grosse partie de la population qui est très attachée à la Russie. Ça crée parfois des tensions géopolitiques, hein, vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, mais tout ça, ça fait aussi partie de la richesse, de la culture, du côté fascinant de ce pays, et ne serait-ce que pour la nature, franchement, et puis la gentillesse des gens, même s'ils parlent estonien, que je ne parle pas un mot, sauf, attendez, comment on dit merci déjà ? Oh, je me souviens plus. When you need to thank people, the easiest way to say thank you is aitäh. Les mamies estoniennes qu'on aidait à ramasser le bois pour l'hiver, pour lesquelles on ramassait des baies, c'était vraiment hyper communautaire et elles étaient mais d'une gentillesse. Elles nous cuisinaient des tartes aux myrtilles pour nous remercier d'avoir empilé le bois pour l'hiver. Enfin, vous voyez, c'était vraiment ce côté un peu communauté, entraide et tout. Et j'ai l'impression d'être un cliché vivant quand je dis ça, un cliché sur pattes, mais ça fait aussi un peu partie de mon idéalisme de quand j'avais 15-16 ans. Peut-être que ce serait différent si j'y retournais maintenant. Il y avait un russe qui était trop beau aussi, on a joué au paintball avec eux là-bas. Oh là là. J'ai plein d'images qui me reviennent en tête. J'ai découvert tellement de trucs en peu de temps, en quelques semaines, et je déteste mes cheveux aujourd'hui. Très grave, hein. Si tu partais demain et que l'argent n'était pas un problème, où irais-tu? Faire mes courses de première nécessité. C'est là qu'on va jouer à un petit jeu. On s'amuse comme on peut hein, pendant le confinement. Hop, où est-ce que je vais aller? Je ferme les yeux, vous le voyez pas mais promis je les ferme. Hop, on va faire la destination au hasard. Alors, c'est en Inde, hein, très clairement, mais où en Inde? Car l'Inde est un pays immense. À Masulipatam. Je ne connais pas cette ville. Bah très bien, ce sera mon prochain voyage. J'aimerais, pour le coup là, je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez alors des réflexions ou des recommandations sur la manière dont vous voyagez. Est-ce que vous vous posez la question des conséquences de vos actes? Il y a encore un peu ce côté volontourisme qui n'a pas du tout été déconstruit par tout le monde. Et je veux absolument pas juger, enfin si je juge les gens pour qui le volontourisme c'est un peu des paillettes, des étoiles dans les yeux, mais je veux pas être condescendante envers ces gens-là parce que j'ai été comme ça et il faut qu'on déconstruise ça tous ensemble et il faut trouver surtout des alternatives parce que je pense pas que voyager soit le problème en soi, c'est génial que nous soyons tous citoyens du monde et puis qu'on puisse découvrir d'autres cultures, mais des fois je me dis c'est pas vraiment notre place en fait, un Français, qu'est-ce qu'il fout en Inde, on va pas résoudre les polémiques qui animent le monde depuis plusieurs siècles maintenant, mais c'est important quand même de réfléchir à toutes ces questions-là, de réfléchir à ce que nous on fait, comment on impacte ce qui se passe autour de nous, et voilà. Donc je vous encourage vivement à partager ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et à me dire où est-ce que vous avez envie de voyager après le confinement, quelle sera votre prochaine destination ou votre destination rêvée du moment. En attendant, on va se contenter de rêver de voyager et rester chez nous. On va s'aimer. C'est quoi la suite? Sur un nuage où l'amour est né. Attends, où est mon téléphone? Je vais écouter cette chanson. J'ai une culture musicale du feu de Dieu. Bah ouais, c'est Gilbert Montagnier. C'est pas parce que son nom ressemble à montagne qu'il a pas le droit de parler de plage.
On va quitter ces murs de prison. Vivement. C'est bien, c'est ça. L'avion, c'est un fantasme, hein. Se brûler la peau. Non, mais c'est les lieux, c'est rigolo. Le pont d'un bateau. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Comme dans Titanic, le pont d'un bateau. Un avion, il a dit... On arrête le massacre.